Dans le cadre d'un programme de coopération militaire, les États-Unis ont fait don d'une vedette rapide de classe Defender à la marine togolaise ce vendredi 20 octobre. En effet, depuis quelque temps, le Togo a retrouvé grâce aux yeux du camp atlantiste. Mais pourquoi? Roger Bongos, analyste des questions africaines, nous explique. Ça tombe bien, cela tombe bien parce que quand je suis allé au sommet de l'UIF qui s'est déroulé à Erevan, en Arménie, j'ai eu à discuter avec un journaliste togolais sur la géopolitique et géostratégie de leur pays et comment lui voyait réellement les implications de la France et aussi des États-Unis, mais également bien sûr de la Chine dans cette zone où il y a beaucoup plus de troubles. Alors la réponse était beaucoup plus simple de cela. D'ailleurs, on regarde comment le pays est situé au large, bien entendu, du golfe de Guinée. Et cette zone, c'est une zone qui intéresse beaucoup les Américains. À plus forte raison que cette zone donne l'accès à l'Atlantique. Et donc, l'accès à l'Atlantique, par définition, il y a l'Alliance Atlantique, etc. Et également des zones où les Américains veulent contrôler réellement. Alors, il s'avère que dans cette zone, comme ça a été établi, il y a on appelle les principes des 12 plus 2, donc ça fait 14. Alors, les 14 pays qui bordent en fait cette zone, en allant jusqu'à la RDC, à l'Angola, c'est pour ça qu'on dit du 12 plus 2, donc il y a l'Angola et la RDC. Mais le pays qui intéresse beaucoup plus les États-Unis, c'est ces 12 pays-là. Alors, il y a la guerre entre la France, quand on a la guerre stratégique entre la France et les États-Unis, c'est parce que la France a le Sénégal, elle a la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Cameroun et également le Gabon. Donc ça fait les 6 pays et la France réellement veut mettre la main et éviter que son pays perd complètement la mainmise sur cette zone qui est stratégiquement avancée, qu'on appelle des postes avancés en termes de la stratégie militaire. Donc, les Américains, quant à eux, ils ont déjà formulé leur façon de voir les choses. En fait, ils ont déjà la Gambie, ils ont Sierra Leone, ils ont Libéria, ils ont Ghana. Alors, ils commencent à pénétrer en fait qu'on appelle les zones tenues par la France. C'est ce qu'on appelle les précarés de la France. Donc les 14 pays que la France gère avec le franc, c'est ça ce qu'on appelle la monnaie coloniale, la monnaie de servitude. Voilà, donc la stratégie se situe à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on met le prétexte en avant, le prétexte de lutter contre le commerce illicite, de prétexte de lutter contre également le terrorisme et aussi la piraterie maritime, la raison pour laquelle d'ailleurs l'Amérique de 2010 a offert déjà des embarcations militaires pour contrôler la zone. Vous savez, quand il y a eu des embarcations militaires pour contrôler la zone avec les instructeurs américains, c'est-à-dire qu'on contrôle déjà par essence même vos frontières. Oui, donc vous regardez dans cette optique-là. C'est pas pour on vous offre quelque chose qui va permettre peut-être, oui, de contrôler vos frontières, de sécuriser la zone, ce golfe de Guinée qui est aujourd'hui sous tension de plusieurs trafics. Donc, on vous offre du matériel à la fois d'observation, d'écoute et aussi de navigation parce que leur navire qu'ils ont donné dernièrement aussi là, le 20 octobre dernier au Togolais, ça aussi cet aspect fondamental de baliser en fait leur contrôle avec des radars qui sont bien sûr déployés dans ces navires qui c'est ce qu'on appelle le navire assez militairement fourni, hein, donc ça c'est la base même. Alors quand il y a ce contrôle, bien sûr il se positionne. Il n'y a pas longtemps, vous allez voir, il y aura ce qu'on appelle une base militaire qui va s'installer et repousser un peu plus loin le français qui commence à perdre le terrain, perdre leur superbe, quand on dit leur superbe, c'est-à-dire leur mainmise et néocolonialisme dans cette zone. La raison pour laquelle d'ailleurs ils se sont lancés aujourd'hui dans l'électricité. Vous avez la société Contour Global du Togo, la société, une très grande société qui a une capacité
capacité des 100 mégawatts de fil de gaz et autre chose, les Américains sont rentrés dans cette affaire. Donc, en rentrant dans cette affaire grâce au gouvernement, grâce à l'apport du gouvernement togolais, et quand un pays extérieur vient gérer votre électricité, vient gérer votre énergie, donc le pays est contrôlé par essence même par le pays qui vient d'investir. Voilà. Donc on contrôle en fait l'électricité, c'est-à-dire l'énergie, c'est-à-dire la sécurité du pays, et on contrôle également bien sûr le port où les choses vont pouvoir sortir pour aller vers les États-Unis. Parce que le but c'est quoi? Le but simplement de permettre les Américains qui avant-poste, qui sont installés aujourd'hui au Togo, de gérer Burkina Faso, de gérer le Mali, de gérer le Niger. Et ça, on appelle ces zones qui, comme on dit, les Thaïlande, des zones qui sont un peu enclavées. Et ça va leur permettre, en fait, si on veut, d'aller vers la lutte contre le terrorisme. Mais dans cette lutte contre le terrorisme, comme on voit au Niger aujourd'hui, il y a l'installation de la base américaine. La base américaine, on le sait, c'est une base gérée à partir de Stuttgart. Et cette zone où le commandant militaire américain veut absolument occuper cette zone par rapport non seulement à la lutte contre le terrorisme, parce que ça ne les intéresse pas, sinon au niveau de Boko Haram et les autres, ils sont déjà aujourd'hui dessinés avec les systèmes d'observation satellitaire qu'ils ont. Ils pouvaient dessiner en fait ces groupes de groupuscules terroristes. Mais ils laissent ces groupes-là en fait fleurir. On dit s'étendre en réalité parce que ça leur arrange pour avoir le prétexte de s'installer. Parce que ils ont du matériel. Rappelez-vous des avions Rinfleur que la France a mis en place à l'époque du président Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Et ces avions, les Américains ont encore une très grande technologie de déceler là où se trouvent des minerais. La prochaine guerre, ce sera la guerre de l'eau. Et aussi également de minerais de l'énergie. L'énergie, c'est quoi par rapport à ce que les Américains veulent? Ils veulent récupérer l'uranium, ils veulent récupérer les gaz, ils veulent récupérer, bien entendu, le pétrole qui se trouve dans cette zone-là. Les États-Unis ont une population de 460 millions d'habitants. Donc l'énergie est assez forte. La demande d'énergie, elle est assez forte. Par essence même, il faut préserver c'est leur acquis. Et la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils se mettent en place, et avec leurs 3000 agents, comme je l'appelle, agents de conseillers militaires qui sont disséminés aujourd'hui en Afrique, font un travail aujourd'hui de ça pour récoloniser, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas récoloniser. Parce qu'ils n'ont pas colonisé l'Afrique, ils veulent maintenant s'installer définitivement où il n'y a pas en fait ce qu'on appelle le droit à respecter l'impérialisme qui va s'installer, où nos présidents qui sont assez faibles politiquement puissent faire quelque chose. Il y a une corrélation intéressante qui existe. Le Togo a eu l'influence germanophone dans ce pays. Il y a eu cette influence des Allemands. Et à l'époque, avant l'indépendance, en avril de 1960, ils ont eu leur indépendance, mais cette influence est restée. Voyez-vous, l'histoire, elle a toujours nous rappelé des anciennes relations coloniales ou des anciennes relations économiques qui existent. Par essence même, donc, ils ont utilisé la cartographie qu'ils avaient à l'époque, de la conquête allemande, pour bien sûr faire leur hégémonie, mettre en place leur hégémonie américaine. Alors, dire que cette formation militaire en place pour permettre aux Togolais d'avoir un acquis militaire important, c'est que de la poudre aux yeux. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand les Américains ont acquis cette société importante de leur pays, contour global, il y a eu des manifestations au pays en disant dehors les Américains veulent nous prendre notre pays, et
là, ils vont pouvoir, comme je dis, occuper en fait le 12 pays plus le 13 et le 14, donc la RDC et l'Angola. C'est leur stratégie de récupérer cette côte jusqu'à descendant jusqu'à la RDC. La RDC, c'est déjà, comme on dit, une poudrière, où eux, ils ont déjà leurs pieds à l'intérieur. C'est tout cela pour essayer de donner les pions aux Russes et aux Chinois qui viennent s'installer économiquement et militairement. La raison de leur installation, c'est cela. Donc occuper cette côte qui va leur permettre de contrôler en fait toute l'Afrique de l'Ouest et jusqu'à l'Afrique centrale. L'Afrique australe également. Donc l'Afrique australe, donc ils ont déjà les contrats avec l'Angola, donc c'est établi avec le président de Lorenzo. Donc il n'y a aucun problème. Avec le président au Kabila, donc comme lui il est partant, donc eux ils sont en accord avec le Rwanda qui gère un tout petit peu indirectement la RDC. Donc tout est établi en fait pour qu'ils puissent récupérer cette zone. Aujourd'hui c'est un lambeau par rapport à la France. La France elle est en train de perdre la main en Afrique et elle revient en essayant encore d'installer encore plus de bases, par exemple au Gabon et au Sénégal où le président Ouattara avait chassé entre guillemets le militaire français et le président Macky Sall aujourd'hui fait revenir cette base militaire française au Sénégal, à Dakar, ça fait beaucoup de bruit au Sénégal. La raison pour laquelle d'ailleurs ce président ne sera jamais réélu, parce qu'on dit que c'est un proconsul de la France. Voilà la stratégie américaine dans cette optique-là. Le Nigeria est un immense pays riche en ressources naturelles, deuxième économie du continent derrière l'Afrique du Sud. Il possède d'importantes ressources naturelles, au premier rang desquelles le pétrole, qui représente 40% du PIB. Le Nigeria possède aussi de nombreuses ressources naturelles sous-exploitées comme le gaz, le charbon, l'or ou encore la bauxite, dont on extrait l'aluminium et est sur le point de devenir une économie émergente. Ce n'est pas sans raison qu'Israël cherche à déstabiliser ce pays et ce, via le déclenchement des affrontements intercommunautaires et par le soutien qu'il apporte aux indépendantistes nigérians. La preuve, le leader indépendantiste pro-Biafra Kanu, porté disparu depuis un an, après un raid de l'armée nigériane, réapparaît soudain et pas de n'importe où. Le séparatiste affirme dimanche 21 octobre à la radio être en Israël et préparer son retour prochain, appelant à boycotter les élections dans son pays. Alors que des élections générales sont prévues au Nigeria en février et mars prochain, le Biafra Kanu appelle donc au boycott des élections. « Je dois ma survie à Israël », a-t-il dit, déchirant la voile sur l'implication directe du régime de Tel Aviv dans des tentatives de déstabilisation du Nigeria, géant pétrolier qui a osé défier le dollar en remplaçant le yuan dans ses transactions énergétiques. Kanu a donc évoqué à mots couverts la protection dont il a bénéficié de la part des services de renseignement israéliens, c'est-à-dire Mossad. Mais il en est resté là et s'est refusé à préciser quelle forme de soutien Israël lui aurait apporté. Mais on devine sans problème, dans la mesure où Boko Haram est une création des services secrets israélo-occidentaux, le soutien israélien devrait être de la même nature. Rappelons que le Nigeria avait voté en faveur de la résolution de l'ONU condamnant la décision des USA de transférer son ambassade de Tel Aviv à Rhodes, ce qui n'a certainement pas plu aux Israéliens. Vont sans doute dans le même sens des informations publiées par Jeune Afrique faisant état de 55 morts dans des affrontements intercommunautaires. Selon l'AFP, les violences ont éclaté jeudi entre des porteurs avec brouette, musulmans ou Ouassa d'une part et chrétiens de l'ethnie Adara d'autre part à la suite d'une dispute sur le marché de Kasuwan Magani, une ville située à une 50aine de kilomètres de Kaduna, la capitale de l'État éponyme. Une chose est sûre, le président Buhari devra compter désormais au nombre de ses ennemis à visage couvert, le régime d'Israël.
En février 2017, face à ce que la France qualifie de l'évolution de la menace, il fut finalement décidé d'envoyer au Sahel 16 véhicules blindés de combat d'infanterie de 28 tonnes afin d'apporter des capacités complémentaires à celles des blindés déployés jusqu'alors pour Barkhane. Dans cette même émission, nous avons évoqué le déploiement d'un commandement US France au Mali et au Niger connecté à la CIA et propre à dominer le ciel du Sahel. Des raids aériens ont visé des villages entiers au Mali et au Burkina Faso ces dernières semaines. Ceci dit, l'occupant ne peut se contenter de mener son œuvre d'occupation depuis le ciel, sinon ils connaîtront le même sort qu'en Afghanistan. Il faudrait donc une présence au sol, la résistance de la population. D'ailleurs, le général Bosser, chef d'état-major de l'armée de terre française, est très clair. Lors d'une audition à l'Assemblée nationale, il affirme « L'entrée de l'armée de terre dans la loi de programmation militaire et son plus large implication au Sahel. » Il dit « Concernant le char Leclerc, je souhaitais qu'il soit déployé dans la bande sahélo-saharienne car il offre un meilleur contrôle du terrain, une meilleure vision de nuit ainsi qu'une meilleure capacité de tir en roulant », a ainsi affirmé le général. Je considère que si nous devons un jour faire face à un raid de Toyota, le char Leclerc avec l'hélicoptère de combat sera la meilleure réponse. Je n'ai donc pas changé d'avis, a-t-il ajouté. Les phrases sont bien révélatrices. Elles montrent d'abord que la force d'occupation compte effectivement engager ses chars dans un conflit qui engage tout autant ses forces aériennes. La Cameroun Railways, concessionnaire du transport ferroviaire dans le pays, procédera à la réorganisation et au renforcement de ses activités à travers la mise en service des nouvelles locomotives, selon Pascal Mini, son directeur général. Les nouvelles voitures devraient être opérationnelles avant la Coupe d'Afrique des Nations qui abritera le Cameroun, a précisé M. Mini, qui s'exprimait ce samedi à Douala lors d'une cérémonie en prélude à la commémoration ce dimanche, le 21 octobre 2018, du deuxième anniversaire de l'accident ferroviaire DCK ayant officiellement fait 79 morts et 600 blessés. Au total, 88 orphelins des victimes de la catastrophe ferroviaire ont reçu l'appui des responsables de Cambrail lors des cérémonies qui ont respectivement eu lieu dans les villes de Douala, Yaoundé et Ngaoundéré. Par rapport à cet accident ferroviaire, la justice camerounaise a rendu son verdict le 26 septembre 2018, condamnant Cambrail pour homicide, blessure involontaire et activité dangereuse. L'Ouganda a commencé depuis quelque temps de se rapprocher du camp sino-russe et de s'éloigner du camp occidental. Il y a quelques jours, l'Ouganda avait signé un accord de coopération TIC avec la Russie et va bénéficier d'un financement de 212,7 millions de dollars pour amener son énergie électrique excédentaire vers les zones rurales du pays. Il s'agit d'une enveloppe financière mise à disposition par la Chine à la faveur d'un accord cadre signé entre les deux pays cette semaine dans la capitale ougandaise Kampala. Le ministre ougandais des Finances, Matia Kasaija, et l'ambassadeur de Chine en Ouganda, Zheng Zhujiang, ont signé cette semaine un accord cadre visant à développer l'électrification des zones reculées du pays. Portant sur une enveloppe de 212,7 millions de dollars, cet accord devrait permettre à l'Ouganda de mettre à contribution sa production électrique excédentaire pour augmenter l'approvisionnement en énergie vers les zones rurales.
La Comité transactionnel des géotechniques d'Afrique et l'Association des laboratoires du bâtiment et des travaux publics, en partenariat avec le laboratoire du bâtiment et des travaux publics de Côte d'Ivoire, organisent du lundi au jeudi à Abidjan la 10e édition des Journées africaines de la géotechnique. Cette rencontre, qui se tient autour du thème Ingénierie géotechnique en Afrique intertropicale, bilan et perspectives, vise entre autres à faire le bilan de l'ingénierie géotechnique en Afrique intropicale et en élaborer les perspectives dans le contexte actuel des laboratoires de bâtiments et travaux publics. Les autorités ivoiriennes viennent de lancer un appel à candidature aux FinTech pouvant déployer des solutions de digitalisation en zone rurale. Le programme vise à répondre aux défis de circulation des flux financiers et d'inclusion financière dans ces zones. Les startups FinTech ayant passé la phase de démarrage disposent désormais d'un canal pour développer les solutions technologiques répondant aux défis de circulation des flux financiers et d'inclusion financière en zone rurale, prenant en compte les questions d'accessibilité, de connectivité, de sécurité, d'éducation financière. Cet appel à candidature est ouvert exclusivement aux entreprises nationales. Le programme RUFIN s'adresse exclusivement aux startups de droit ivoirien, à des entreprises ayant développé et commercialisé des solutions FinTech depuis 3 ans au moins, à des groupements de startups proposant différentes solutions qui répondent aux objectifs du présent programme. Les solutions qu'ils proposeront devront répondre aux problématiques des populations rurales et qui tiennent compte de leur capacité numérique, de leur équipement ou de leur statut économique, précise l'agence CIPME.